Bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Merci à Gilles Montréal de m'accueillir, à Notman, que je commence à connaître comme ma deuxième maison, là. Et j'adore ce local. Je ne sais pas si ça a quelque chose de très chaleureux. J'ai l'impression d'être dans mon salon presque et de vous parler de mes expériences. Il ne manquerait plus qu'il y ait un petit feu de camp, là, puis ça serait parfait. Je vais vous demander quelque chose avant qu'on commence, si vous permettez, que vous puissiez avancer d'un rang, qu'on optimise l'espace. Je veux vous sentir près de moi. Merci. Je vais vous demander une deuxième chose. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Oui? Ça s'en va sur Instagram. C'est-tu correct? All right. Cool. Cheese? Yes, sir. Merci. OK, avant qu'on commence, j'aimerais juste faire un tour de main. J'aimerais apprendre à vous connaître par un sondage. Qui ici travaille dans l'Agile? Qui est gestionnaire de projet? Qui est en marketing? OK. Qui occupe un poste de direction? Bon, merci. Le sondage est terminé. Alors, écoutez, je vais me présenter un petit peu avant qu'on rentre dans le creux du sujet. C'est un retour d'expérience, d'accord? Donc, c'est mon expérience qui va parler. Ce n'est pas la vérité généralisable à l'ensemble. C'est moi ce que j'ai vécu, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Puis, sentez-vous libre de prendre des astuces et de les tester chez vous, d'accord? Ma petite histoire à moi, pour utiliser un terme canin, je suis un croisement entre le marketing, communication, la technologie et la gestion. J'ai fait un petit peu tout ça, parfois en même temps, parfois en parallèle, parfois successivement. Et maintenant, fièrement, je me qualifie de slasher. Qui a entendu parler de ce terme-là? Je vous le présente. Il existe depuis 2007 dans un ouvrage intitulé « One Person, Multiple Careers », si vous voulez googler ça. C'est un terme qui fait référence au signe de slash et qu'on voit de plus en plus sur LinkedIn, les gens qui ont plusieurs responsabilités, désignations parce qu'ils font plusieurs choses en même temps. Pour X raisons, que ce soit pour des raisons économiques, pour les fins de mois, que ce soit parce qu'on s'ennuie, donc on cherche à diversifier notre carrière par différentes fonctions, et parce qu'on est prêt à le faire, tout simplement. C'est sûr que ce n'est pas facile à expliquer ça aux ressources humaines, comme j'ai déjà expérimenté plein de fois, mais aujourd'hui, je le porte fièrement. Je porte plusieurs casquettes dans une journée, dans une semaine, dans une année. Et ça ressemble un petit peu à ça. Et donc, pour mes clients, je suis parfois directeur des communications, je m'occupe de leurs réseaux sociaux. Pour moi, chez mon branding, je développe mon site web, je blogue parce que j'aime partager, j'aime écrire. Parfois, je fais du vidéo. Quoi d'autre? Je suis formatrice pour la Fondation Montréal, qui est un incubateur des startups de Montréal. Je forme sur le crowdfunding, je forme sur le storytelling, je forme sur les meilleures pratiques de gestion de contenu, pour InfoPresse aussi. Donc, tout ça, et ça fait mon bonheur, parce qu'il y a une variété que je n'aurais jamais si peut-être j'étais dans une entreprise. Donc, bienvenue à ma formation et aussi, par la même occasion, pour faire tout ça, il faut être moindrement curieux, mais je suis curieux excessive. Je l'assume. Je m'intéresse aux gens, je m'intéresse aux nouvelles pratiques, je m'intéresse aux nouveaux articles, et parfois, ça fait un petit peu un broglio à l'intérieur. Je prends une pause et je reviens. Voilà. Donc, je commence toujours par une définition. J'ai déjà enseigné à l'université, ça me suit partout. Toutes mes formations, mes conférences, s'il n'y a pas la définition, ça ne va pas aller. Alors, la voici. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de raconter une histoire afin de faire passer un message qui fait appel à nos émotions et aussi une part de notre enfance, même dans le contexte organisationnel, comme vous allez le voir plus tard. Donc, les entreprises s'en servent de plus en plus, non pas pour vendre, oui, pour vendre aussi, mais surtout pour ancrer leur identité. Voilà qui nous sommes, voilà nos valeurs, nos principes, notre vision du futur, et ils se servent du storytelling pour le traduire. Deux choses se passent.
les gens sont interpellés parce que c'est de plus en plus la vidéo qui capte l'intérêt, et aussi, ils accrochent au message. Ils tombent en amour avec l'entreprise, si le message leur parle, bien sûr. C'est la meilleure façon d'établir un lien avec son public de plus en plus, c'est le storytelling. Bien entendu, les marketeurs sont arrivés et ils ont bousillé tout ça. Dès que le marketeur passe, là, il se passe quelque chose. Et je l'assume, hein? Je suis moi-même marketeur et ça me fâche. Mais le storytelling, ça existe depuis des siècles. Ça fait 5-6 ans qu'on entend plus parler de ça dans les agences marketing et communication. Et on sent la fibre de vente dans le storytelling. C'est plus fort que... Mais moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le storytelling, c'est plus fondamental que ça. Ça peut vraiment faire déplacer des montagnes si c'est bien construit dès le départ. Je vais vous montrer 2 exemples. Un exemple sur le développement d'un service innovant où j'ai utilisé la technique de storytelling et un autre exemple sur la gestion du changement, et c'est pour ça que vous êtes là, dans un contexte de transformation organisationnelle, dans un contexte de rupture technologique. En passant, les questions sont bienvenues au fil de l'eau. Je parle beaucoup, je vais sûrement déborder. Je vais mettre mon timer, c'est bon. Alors, tout a commencé en 2003. Me voici en 2003. Je sais pas, ça a l'air une vieille photo. Bien, c'est vrai, j'étais en 2003 avec ce mandat qui m'était donné. Je suis partie en 2001 du Canada, tout de suite en mandat chez Orange. Et de là, les choses se sont enchaînées. Un mandat fini, on passe à un autre. Je venais juste de terminer un projet national B2B pour les banques et le militaire. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'était complexe, c'était lourd, les architectures, les bases de données étaient toutes mélangées, c'était le chaos. C'était une super expérience au niveau culturel puis au niveau méthodologique. Et là, on me propose un projet plus léger. J'étais tellement contente. C'était dans les services résidentiels, donc c'était du B2C. On me dit, Diana, le service n'existe pas. On veut l'imaginer puis convaincre les comités exécutifs d'Angleterre et de France, d'Orange, de sortir leur argent pour investir dans la plateforme. OK. Mais on ne sait pas comment on va les convaincre, c'est à toi de le faire. OK. Donc, il suffisait de décrire le service innovant, me dit-on. Il y a un concurrent à cette époque-là, c'est aux États-Unis, c'est Verizon Wireless qui fait à peu près la même chose. C'est un mini Facebook. Rapidement, l'utilisateur crée ses communautés, familles, amis, collègues de bureau, VIP, patrons, et établit ses préférences de communication pour chacun. Je veux en ce moment que ma famille me texte seulement. Je paramètre, pas d'appel téléphonique. Mon patron, texte, appel téléphonique, tout, ainsi de suite. Donc ça, c'était quand même très innovant. On est en 2003, il y a 13 ans. Il n'y a personne qui faisait ça encore. Alors, on me donne le mandat de convaincre les cadres exécutifs en Angleterre et en France d'investir des sous dans cette plateforme qui permettrait d'être j'ai la misère avec ce mot, j'étais sûre que ça allait m'arriver, interopérable. Donc, je paramètre sur mon téléphone mobile, ça va se répercuter, ça va s'intégrer automatiquement sur mon PC et sur mon téléphone fixe. C'était ça l'idée. Et c'était ça l'idée aussi qu'ils voulaient vendre au grand public. Alors, je dis, bon, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme j'ai fait les 2 dernières années, c'est-à-dire, ah oui, les moyens. Sky's the limit, on me dit. Pas de problème. Imagine la solution que tu veux pour les convaincre. On a le budget. Ça, j'adore entendre ça. Mais j'avais légèrement la pression. C'est que je n'avais pas place à l'erreur. Si je ne réussissais pas, je crois que je rentrais au Canada. Donc, j'avais le choix de faire comme je faisais à date. Quand j'étais gestionnaire de projet ou de programme chez Orange, je me tapais la liste des specs fonctionnels techniques pour prendre connaissance du projet et je commençais mon travail. Et parfois, c'était des épaisseurs papier parce qu'on était encore en mode papier. Donc, j'avais le choix de faire ça, d'utiliser ça puis de les traduire en petits tableaux, d'en faire des petites maquettes et de présenter ça au comité exécutif. Voilà ce que l'application va faire, monsieur, madame.
Là, j'ai dit, si je fais ça, je vais avoir 2 comités qui s'ennuient, qui ne connectent pas avec l'idée, et j'ai perdu d'avance. Je le savais intuitivement. Quelque chose me disait « don't do it ». Alors, il faut dire qu'à l'époque, je lisais beaucoup ça. Dr. Coleman, Intelligence émotionnelle. Qui connaît ça? C'est ma Bible. Je le relis, je le relis, je le relis. Ça fait déjà 20 ans que c'est publié. Et je m'intéressais beaucoup à ce qui faisait le trigger, le déclencheur de décision d'achat ou décision tout court dans le cerveau humain. J'avais aucune idée de ce que c'était le storytelling en 2003. Je ne savais même pas que le mot existait. Mais je savais que si je crée des histoires au lieu des use cases, j'ai peut-être gagné quelques points bonus. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé avec des situations d'usage. Ça résume, il y en avait 10 en tout. J'ai fait une veille profonde des tendances de consommation de mobiles, de PC, tout ce qui me passait sous la main, je lisais. Et il fallait aussi être futuriste, parce que le service n'allait pas être lancé l'année prochaine. On est chez Orange, là. Les processus sont lourds. On allait peut-être avoir un décalage de 2-3 ans. Il fallait que je voie dans 5 ans comment se comporterait l'utilisateur final et que je me l'imagine en situation d'usage. Donc, brainstorm, brainstorm, brainstorm. Et puis après, j'ai créé 10 scénettes. Il faut dire une chose, notez bene, j'étais toute seule. Je n'avais pas d'équipe, j'avais moi. Et pas de réseaux sociaux non plus pour m'inspirer. Et Gartner qui me donnait des fois des petites idées de présentation. Donc, je me suis reposée sur mon imaginaire et sur l'imaginaire du futur. Et j'ai établi 10 use cases. En tant que sous-traitant que j'étais, j'ai sous-traité à d'autres sous-traitants pour la partie graphique et la partie scénarisation. Pourquoi? Parce que mettre en vie des cas d'utilisation, ça demande des vraies personnes qui ont des profils et des vies. Rien n'est fait au hasard. Je vous dis ça parce que, comme je savais que j'avais un comité en Angleterre et un comité en France, je devais au moins savoir qui étaient ces personnes-là parce que je savais, grâce à Dr. Coleman, que je devais avoir une connexion émotive avec eux. On n'avait pas les réseaux sociaux pour faire notre fouinage à travers les différentes plateformes. Alors, je me suis improvisée un petit peu espion. J'ai été poser des questions aux collègues, qu'est-ce qu'ils aiment faire, combien de temps ils sont là, à l'extérieur de leur travail, est-ce qu'ils ont des activités sportives, combien d'enfants. À un moment donné, je me suis fait étiqueter KGB parce que ça ne se faisait pas en France. Donc, mais moi, ça m'a servi. C'était des données précieuses pour établir des profils qui allaient faire partie de mes codes utilisateurs. Il y avait les collègues et le mix entre avatar et personnes réelles, ce n'était pas un hasard non plus. Je savais que parmi les comités exécutifs, il y en avait qui étaient profondément geeks et que ça allait les attacher, ça. Et les amis, et ça nous amène au scénario. Donc, je vous passe rapidement. C'est des scénarios réels qui allient famille, travail, qui permettent de faire la gestion des deux en simplicité. C'est ça que je vendais, entre guillemets. Ce n'était pas les fonctionnalités, c'était les bénéfices qu'on retirait de ce service. Et il s'en est suivi des tas d'autres de possibilités de scénarios en mobilité avec des collègues et ainsi de suite. Bref, résultat des courses, ça a généré une discussion à travers ces ateliers, parce que ça a été présenté dans des journées complètes d'ateliers au comité exécutif. Et ça a permis de remettre en cause quelques fonctionnalités, d'améliorer la vision, mais de passer à la vitesse suivante. C'était ça le plus important. J'avais gagné mon pari. À partir de ce jour-là, j'étais vendue. À partir de ce jour-là, je savais que jamais je ne retournerais plus en arrière. Qu'on ne présente plus des use cases, ça allait être désormais des scénarios, des scénettes, sous forme de personnages qui racontent une histoire.
Là, on avait les moyens. Là, vous voyez, là, ce sont des figurants. On a embauché des figurants, on a loué des locaux, on a emprunté des maisons, on a fait ce qu'il fallait pour donner vie à nos scénarios. En Angleterre, on a pris un autobus à 2 étages. Sky's the limit. Mais ça marche. Maintenant, 2 ans plus tard, plus du tout pareil. En 2005, qui se rappelle 2005? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passait en 2005? Ça fait loin, hein? Enron, hein? Enron, les scandales financiers qui s'enchaînaient. Bien, j'arrivais à ce moment-là. Orange était sous le radar de l'État français. Les cadres supérieurs se faisaient inspecter sans préavis. Il y avait une tension palpable. Et là, je m'éloignais complètement des services. J'ai été mandatée à mener la transformation des unités de recherche et développement parce qu'ils étaient les premiers à être surveillés. C'est là où se dépensait le plus de sous, peut-être se gaspillait aussi le plus de sous. Sarbanes-Oxley, la norme financière, rajoutait une couche. Les gestionnaires de projets devaient maintenant maîtriser la norme financière Sarbanes-Oxley. Et donc, il y a tout ça qui était dans les coulisses au moment où je suis arrivée. On m'a dit, Diana, on commence avec un projet pilote. C'est un laboratoire de recherche et développement qui fait des routeurs, des brasseurs, pas très sexy du tout. Je ne connaissais absolument rien là-dessus. Donc, c'est tout ce qui touche l'infrastructure, les équipementiers Alcatel et compagnie. Bien, il y a 6 ou 7 unités de recherche et développement à l'intérieur de ce laboratoire et ils ont tous des pratiques de gestion de projets différentes. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. OK? Ton mandat, Diana, c'est d'uniformiser tout ça. Ton deuxième mandat, c'est d'assurer que tout le monde adhère aux nouvelles pratiques et les mette en pratique. OK? La population d'ingénieurs, c'était l'enjeu principal parce qu'ils étaient de profils différents, de courbes d'apprentissage différentes, de niveaux de seniorité différents. Et pour rajouter une couche, à l'intérieur des 6 ou 7 unités de recherche et développement, il y avait des cultures organisationnelles différentes. C'était le chaos. Moi, j'arrive là, de mes beaux petits projets innovants, B2C, olé, olé, et je me retrouve dans un scénario où il n'y avait ni queue ni tête. Et il fallait que je mette de l'ordre là-dedans, que j'uniformise ça. Allons-y. C'est dans ma nature. Les moyens, il n'y en avait pas. Donc là, c'était moi et mon salaire. Il fallait que j'utilise mon imagination, mon ordinateur, mes neurones pour arriver à implémenter le changement dans ce contexte-là. Voilà. Mais moi, je dis toujours que le changement, c'est bon. En dehors des scandales financiers, en dehors des normes qui sont imposées, même s'il n'y avait pas tout ça, même si tout allait bien, il faut quand même du changement. L'être humain, de par sa nature, est appelé à évoluer. Donc, moi, j'étais partie sur l'idée que je l'embrasse, ce changement-là. Or, qui dit changement dit résistance, défi, petite peur. OK. Mais ce n'est pas le changement qui fait peur. C'est l'idée qu'on s'en fait. Chacun d'entre nous, on a une notion du changement différente. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos propres filtres qui s'en viennent. Et les filtres, où est-ce qu'ils s'insèrent? Les filtres, ça vient d'où? Ça vient de notre passé. Ce qui nous conditionne à aimer ou pas aimer le changement, c'est notre éducation, c'est nos valeurs, c'est nos principes.
Si on est dans une bonne place, on se sent bien, on s'aime et tout, il y a des chances que le changement, on le voit d'un bon œil. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est le présent, notre profession, notre situation de travail actuelle. Est-ce qu'elle est harmonieuse? Est-ce qu'elle est conflictuelle? Tout ça rentre en ligne de compte dans l'appropriation du changement ou le rejet du changement. Et la troisième chose, et le côté social, si on est choyé sur le plan social en dehors de notre travail, ça joue beaucoup aussi sur le conditionnement. Et enfin, le futur. Les projets qu'on a de notre retraite, de notre deuxième carrière, et notre vision du futur, si elle est bien orientée, si elle est défaitiste, tout ça va jouer dans la gestion individuelle du changement. Alors, je vais vous dire, sur ce plan-là, j'étais servie. J'avais de tout. J'avais le gestionnaire de projet qui était à 2 ans de la retraite, qui, lui, quand il a entendu parler du changement, j'ai vu des gens réagir, il se dit « Oh mon Dieu, ça va bousculer mes 2 prochaines années. » J'avais le nouveau diplômé qui dit « Il n'y a pas de problème, allez, on y va. » J'avais le jeune, mais qui pensait comme un petit vieux. Il dit « Non, moi, non, je ne comprends pas ça. Là, je construis ma maison, ça va déranger mon plan, je dois aller tous les midis pour s'assurer que la maison avance bien. » Chacun avait ses enjeux. Et pour ajouter une couche, et ça, c'est propre à la France. Est-ce qu'il y a des Français ici? Ils vont m'adorer. Oh mon Dieu, pardonnez-moi d'avance. Mais ça, vous allez peut-être faire ça. La politique est très importante en France. Et les affinités politiques sont importantes en France. J'ai vécu au premier banc quand la gauche a perdu. J'étais à Paris à ce moment-là. Quand la gauche a perdu, je rentre au bureau et c'était le deuil national. Je rigole pas du tout, là. Tout le monde avait la mine basse. C'était un jour chômé, même si tout le monde était assis devant son pupitre. Ils étaient tous à plat. Moi, j'ai compris quelque chose ce jour-là. Jamais j'aurais compris ça si je ne l'avais pas vécu. Je dis, OK, le sens politique est important et déborde sur le travail. Je prends note. Et ce qui veut donc dire que quand je vais devoir apporter les changements, j'ai besoin de savoir les affiliations de l'un et les affiliations de l'autre. Très rapidement, je l'ai su. Il y a des indices très clairs, par exemple, un logo politique sur le PC. Bon, je dis, OK, la réponse est claire. Parfois, c'était moins évident, c'était plus subtil, mais j'apprenais à connaître les gens en faisant des petites questions ouvertes comme ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui étaient de gauche, et ceux-là, ils n'aimaient pas le fait que les clients soient traités selon leur portefeuille. Ah! Ce sont des réalités que jamais j'aurais pensé connaître si je n'étais pas dans le contexte. Et ça, c'est très important à savoir. Alors, maintenant, les étapes du storytelling, on revient à ça, là, les étapes du storytelling pour mettre en place ces changements-là. Il y en a 5. Premièrement, j'ai commencé à identifier les points de douleur. Moi, j'aime mieux l'anglais, les pain points. Ensuite, de là, j'ai mis des constats, les pain points qui revenaient le plus souvent, et je les ai mis en évidence. J'émettais des recommandations à partir de mon expérience et à partir aussi des meilleures pratiques. Troisièmement, ça m'a permis d'extraire des scénarios sous forme de storytelling. Quatrièmement, ces storytelling, ces scénarios ont été présentés en session plein air comme ça, table ronde, beaucoup de monde autour de la table. Et cinquièmement, à partir des retombées de ces sessions plein air, j'émettais une synthèse des résultats, je restituais à nouveau et j'accompagnais les équipes dans leur prise en main. Maintenant, grattons un petit peu l'étape 1. Identifier les pain points. C'est pas facile, ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait les 2 premières semaines? Vous savez, le fait d'être consultant externe,
Je ne sais pas si c'est pareil ici, honnêtement, vous me direz, mais en France, quand on est consultant externe, c'est comme si on nous donnait carte blanche. On nous donnait tous les droits. C'est assez facile d'interagir avec les employés à titre de consultant. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient comme des experts. Alors, ce que je faisais, c'est que je les rencontrais. Je rencontrais les gestionnaires de projet et je rencontrais les gestionnaires hiérarchiques. Il y a ces deux rôles-là que je priorisais. On est en passant dans un laboratoire de 200 personnes. Il y a à peu près 20 d'entre eux qui sont gestionnaires de projet ou gestionnaires hiérarchiques. Donc, ça représente 30-50 personnes. Je me suis assise avec chacun d'entre eux, puis je leur ai demandé de me raconter une journée type. Et très rapidement, on allait vers les pain points. Ah, j'ai manqué mon deadline, le client ne me répond pas, puis là, ça commence. Puis moi, j'enregistre, je prends des notes, je laisse parler. Je donne mes intentions d'entrée. Je dis, je ne suis pas là pour rapporter à ton chef. Je suis là pour implémenter des nouvelles pratiques. Transparence 101. À partir de ce moment-là, le dialogue est plus libre et les gens se sentent plus en confiance. Je fais un peu d'humour, je les mets à l'aise, puis hop, la conversation part. C'est précieux, ça. Ce que j'ai pu récupérer comme données, il faut que je vous dise que 2 semaines auparavant, je m'étais tapé tous les documents référentiels du laboratoire pour me donner une idée de ce qu'ils font, l'historique, la culture, etc. J'avais le cerveau qui allait déborder, mais ce qui a été vraiment intéressant, c'est les entretiens individuels. Je ne pourrais pas m'en passer. J'ai eu tellement d'idées, de scénarios à travers ces entretiens-là qu'il a fallu que je m'arrête moi-même. Je me dis, OK, là, on n'est pas là pendant 6 mois. Et les questions ouvertes, qui étaient quand même autour de la gestion de projet. C'était les 7 catégories de questions. Comment vous gérez vos risques? Est-ce que vous gérez vos risques? Est-ce que vous arrivez à les mitiger? Est-ce que vous avez un tableau de bord que vous maintenez régulièrement? Comment vous gérez vos documents? Est-ce que le code est bien structuré? Est-ce qu'il est dans le bon endroit? Est-ce qu'il est partageable par tous? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Comment vous analysez les besoins clients? Est-ce que vous les traduisez en requis? Est-ce que les requis ensuite sont validés par quelqu'un? Ça pouvait aller très loin. Autrement dit, c'est tout ce qui touche le processus de gestion de projet. Je voulais me faire une idée des pratiques actuelles pour voir s'il y avait un gap. Et ce qui revenait souvent, c'était la dichotomie client, équipe de développement. Donc là, moi, j'étais côté développement. Et ça chialait beaucoup sur le plan client. On connaît ça. Oh, on ne comprend pas les besoins, ils changent d'avis tous les jours, etc., etc. À un moment donné, ils arrêtent d'écouter. Hein? Quand ils ont trop de besoins qui rentrent, ils ferment la porte, ils disent « Laisse-moi travailler, je suis en train de développer ». Donc, c'est ce genre de choses que j'avais besoin de comprendre, que j'avais besoin d'entendre. Le plus populaire aussi, un autre pain point, c'est « J'ai mis toutes mes ressources au début de projet, oups, il ne m'en reste plus pour la fin. J'étais trop gourmand et du coup, je suis à la rue. Je dois aller mendier pour des ressources additionnelles dans le laboratoire d'à côté. Enfin, je vous passe les détails. Donc ça, c'était très instructif. Il y avait un tas d'autres pain points que j'ai notés. À partir de ce moment-là, j'ai pris les constats de ces pain points et j'ai vu s'il y avait des écarts avec le référentiel. Parce que moi, je devais travailler avec le référentiel de Orange, les meilleures pratiques, autrement dit, les nouvelles meilleures pratiques. Et oui, il y avait un tas de gaps, il y avait un tas d'écarts, et il était venu le temps d'harmoniser tout ça. Alors, je m'asseyais avec le responsable de laboratoire, celui qui m'a embauché, celui qui croyait que je pouvais implémenter tout ça, et je dis, OK, voici tous les gaps que j'ai identifiés. Je vous ai donné quelques échantillons. Maintenant, dites-moi lesquels sont prioritaires à vos yeux. Moi, j'ai mon avis, mais c'est votre organisation. Je veux que vous me donniez votre avis sur ce qu'on devrait retenir. Et ceux qu'on va retenir, c'est ceux-là qu'on va développer en histoire. Donc, il m'a donné sa liste.
J'ai rajouté un petit peu les miennes en disant que ça serait intéressant aussi sur le plan de la gestion de projet. Et ça a donné environ une dizaine aussi d'histoires. Maintenant, bâtir les scénarios. Là, je vous ai fait un copier-coller de 2005. Vous rappelez-vous de ces petits dessins dans Word, là? Image, Word, choisissez les gabarits qui vous offraient. Il n'y avait pas l'embarras du choix. Donc, c'est ça. C'est la seule scène de bureau que je trouvais la plus pertinente. Et comme pour le service innovant, j'ai défini mes personnages. Oups. Ça, c'était les 4 grands personnages qui allaient revenir le plus souvent, de façon à ce que les gens qui seront dans ma session plénière puissent tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. OK? Donc, mon client, c'était le chef de labo. Il y avait le chef de projet qui parlait à son client, qui est une unité d'affaires. Et le responsable, qu'on appelle un RURD, était le responsable hiérarchique du chef de projet. Et parfois, c'était le même responsable hiérarchique du membre de l'équipe. Donc, voyez-vous la matrice, là? C'est important parce que ça rajoute une belle complexité, la structure matricielle, quand on vient pour raconter des histoires et pour harmoniser les pratiques. Alors, je vais vous faire une petite topo sur le principe de storytelling que vous pouvez transposer dans n'importe quel domaine. Mais je crois qu'il est important de savoir que quand vous écrivez une histoire, le cerveau est sollicité à fond. Il ne faut pas sous-estimer l'effet émotif sur le cerveau. Je m'explique. Alors, on a tous ces beaux éléments-là. Moi, je ne vais pas prétendre être un expert du cerveau, mais ce que je peux dire une chose, c'est quand il y a de l'émotion qui se déclenche à la suite d'une histoire, plus souvent qu'autrement, ça passe à l'action. Mais la difficulté, c'est de la déclencher, cette émotion. Ce n'est pas donné. Les personnages sont importants, la structure de l'histoire est importante. Donc là, dans ce cas-ci, moi, ce que j'essaie de faire quand je construis une histoire, c'est de créer, un phénomène d'association d'idées. Parce que le cerveau, il dit « Oh, ça me rappelle quelque chose. » Si le cerveau dit ça, il va retenir l'histoire, ça va rester avec lui. Et ça va éventuellement le pousser à l'action. Deuxième chose, il y a un effet miroir si le personnage qu'on utilise dans l'histoire lui ressemble. Une autre occasion de mémoriser l'histoire et de passer à l'action. Et il y a plein d'autres choses comme ça. On a des millions de neurones dans notre cerveau qui sont sollicités et qui peuvent aller déclencher de l'action si on appuie sur les bons boutons. Et ça, c'est très important à le savoir. On le fait inconsciemment nous-mêmes quand on écoute une publicité de Apple ou n'importe quoi qui décrit un service. Mais pour ça, il faut suivre les bonnes pratiques de storytelling. La première chose, c'est une structure, ça se fait en 3 étapes. Et ça vient du monde du cinéma en passant, mais ça tient la route dans tous les domaines. La première étape, c'est le personnage principal. Qui est notre personnage principal? Et s'assurer qu'il correspond au profil des gens à qui vous allez présenter votre histoire. OK? Deuxièmement, il y a un vilain. Il y a toujours un vilain dans une histoire. Un vilain, ça peut être le personnage, ça peut être un problème, ça peut être quelque chose qui vient bousculer l'ordre des choses. D'accord? Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, il y a un problème. Donc, l'acte 2, le personnage principal découvre ce qui doit être fait pour retirer le vilain ou retirer le problème. Et enfin, l'acte 3, tout le monde vit heureux, là, c'est presque ça, le personnage résout le problème. Et c'est là où moi, j'ai voulu solliciter les ingénieurs, chefs de projet, chefs hiérarchiques, c'est d'aider à résoudre le problème en session plénière. Donc, j'ai commencé avec mes histoires avec acte 1, acte 2, après, parole à vous. Pas question que je vous donne la solution. La solution doit venir de vous.
Exemple. Ça va tout le monde? Cool. Ça, c'est un des scénarios. Je vais pas tous vous les présenter, à moins qu'on ait le temps, mais un des premiers scénarios, c'est une réunion d'expression de besoin. Ça, c'est en France. Le client se rencontre avec le chef de projet pour discuter, voilà mes besoins. Je veux une application qui fasse ça, qui fasse ça. Prends des notes. Un peu plus tard, le chef de projet lui revient et lui dit, « OK, on a la solution pour vous. » D'accord? Ça, c'est une scène réelle qui a été souvent décrite lors de mes entretiens individuels. Et ce qui vient après, par contre, là, ça se pimente un peu. La troisième bulle, à compléter. Je l'ai laissée à compléter exprès. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Exactement. Parce qu'à compléter, il y a eu plusieurs versions, suivant les entretiens que j'ai eus. Il y en a qui me disaient, « Ah, mon chef, ça c'est le chef, il intervient dans cette conversation. Il me dit, assure-toi que ton choix d'équipementier soit conforme à notre stratégie. » Un autre va me dire, « Ah non, mon chef, il a juste été observateur, il a complètement respecté mon rôle de chef de projet, puis il a respecté ma décision, puis c'est bien beau. » Et il y a eu des versions et des versions et des versions. Voyez-vous les inégalités de pratique qu'il fallait harmoniser? Donc, c'est pour ça que j'ai laissé ça en blanc exprès. En session plénière, je dis, exprimez-vous maintenant. Et là, les équipes qui ne travaillent pas habituellement ensemble autour de la table se sont rendues compte, « Wow, vous faites ça comme ça? Nous, on fait ça comme ça? Ah, il faut qu'on règle ça tout de suite. » Je n'avais même pas besoin de le proposer. Parce que, comme je disais, le cerveau agit sur l'émotion. Et là, c'était une émotion d'inconfort. Comment ça se fait qu'on n'a pas les mêmes pratiques? Là, ils étaient devant le fait accompli. Et l'histoire a eu son effet. Après multiples discussions, ils sont arrivés à une entente commune de comment on devait gérer ce genre de situation. C'est bon? Un autre scénario. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Réunion d'avancement. Chef de projet, gestionnaire hiérarchique. Il me faudrait 4 mois de plus pour un lot, pour un livrable. Ah, mes ressources sont toutes affectées. Je te conseille d'aller voir CPN. CPN, c'est une autre unité de recherche et développement, donc c'est une autre hiérarchie. Et il répond CPN, mais je ne connais personne chez eux. Fait véridique. Ce genre de conversation se déroule dans la réalité. C'est un problème, parce que ça va avoir un impact sur la performance du projet, ça va peut-être occasionner des retards si lui réagit comme ça. On a mis ça, comme ça, carte sur table. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, il y a un senior qui va prendre la parole. « Mais pourquoi tu ne vas pas voir CPN? » Il dit, « Bien, je ne connais personne. » Et alors? Et là, la discussion commence. Et petit à petit, il y a eu un effet de déclenchement chez la personne qui s'est prononcée ainsi. Et ainsi de suite. Donc, les histoires sont des déclencheurs de discussion parce que ça va chercher leur émotion, parce qu'ils se sentent interpellés, parce qu'ils font de la projection sur les personnages, et ainsi de suite. Comprenez-vous? C'est pour ça que c'est très important de l'amener comme ça. Au lieu de dire, bon, ben moi j'ai remarqué qu'il y en a un qui fait comme ça, il y en a un qui fait comme ça n'a pas d'allure, maintenant tout le monde va faire comme ça. OK, salut. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est classique, on le sait, imposer des changements sans avoir un dialogue, c'est voué à l'échec. De cette façon-là, les gens réalisent parfois l'absurdité ou l'incohérence ou l'écart, et eux-mêmes arrivent à cette conclusion, sans avoir besoin de l'imposer. OK? Et ainsi de suite. Celui qui m'a beaucoup touchée, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est celui-ci. Encore une fois, ça s'est tiré de situations réelles.
Je ne veux pas savoir si ça vous arrive, mais j'ai eu des situations où il y a eu un petit peu de camaraderie dans les projets et on est dans un microcosme. Tout le monde se connaît, c'est barbecue le week-end, c'est une vraie fratrie, quoi. Donc, il y a des affinités, puis même si la personne n'est pas la meilleure placée pour gérer ce lot-là, le fait qu'il soit chum le week-end puis qu'il y a un barbecue prévu le dimanche d'après, bien, il préfère Samuel versus un autre. Alors là, j'ai mis ça à nu. Puis il fallait qu'on professionnalise le rôle de chef de projet et le responsabiliser. Et que ces décisions de cette nature arrêtent. Et que ça soit basé froidement sur les compétences de la personne. Donc, j'amène juste ça, juste ces deux bubules. Il y a un froid, il y a un silence. J'amène une question supplémentaire pour activer la conversation, et là, ça part. Et petit à petit, les gens réalisent que finalement, on est en train de mettre en péril notre projet pour des raisons qui sont subjectives, et il faut que ça stoppe. Voilà. Et il y en a plein d'autres qui... ce rapport laisse à désirer. Ça, c'était de la construction... C'est la critique moins constructive. Et le membre de l'équipe, il dit « Mais j'ai passé tout le week-end là-dessus. » Qu'est-ce qu'il va faire, le membre de l'équipe? Bien, au lieu d'aller voir son chef de projet pour dire « Tu n'as pas été correct la façon que tu m'as dit », il va court-circuiter, il va aller voir son gestionnaire hiérarchique directement. C'est ça, les modes matriciels. C'est un petit peu à double tranchant. Il va voir son supérieur hiérarchique et qui va voir le chef de projet. Le chef de projet dit « Comment ça se fait? » et ainsi de suite. J'amène ça. Et après, je pose la question, qu'est-ce que le gestionnaire hiérarchique devrait dire quand il reçoit le commentaire du membre de l'équipe? Je ne vous pose pas la question là, mais j'amène ça en situation. Et à peu près tout le monde à qui j'avais parlé l'avait vécu, ça. Donc, ça nous a amené à discuter de problèmes vrais et à les résoudre et à professionnaliser, c'est ça le plus important, à professionnaliser le rôle de gestionnaire de projet. Et mon préféré, c'est la gestion des risques. Quand un membre de l'équipe informe son chef hiérarchique d'un écart sur le projet et que le chef hiérarchique dit « Pas de souci, je te rajoute un homme moins », et le chef de projet, il n'est plus du tout dans le dialogue. Alors, je pose la question, je dis « Y a-t-il un problème? » Ah, ben là, j'entends les chefs de projet, là, je dis « Exprimez-vous. » Et là, c'est out in the open. Le problème est ouvert et c'est le moment d'en parler et c'est le moment de régler. On définit des processus de communication clairs. Quand on a un écart, quand on a un retard de projet, comment fait-on? Entendons-nous tout de suite sur la procédure à suivre. Et c'est à ça que ça sert, le storytelling, en gestion du changement. Alors, je vais juste offrir quelques conseils si vous souhaitez organiser ce genre de session-là. J'ai appris certains de ceux-là et d'autres, je les connaissais d'avance. Il faut que, quand vous annoncez la session plénière, que vous le fassiez suffisamment à l'avance. C'est important que tous les acteurs soient autour de la table. Tous, 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 sans exception. Parce que c'est plus efficace d'amener le changement quand on a une histoire devant les yeux que de lire la restitution des résultats. Première hypothèse. Donc, annoncez ça 2-3 semaines à l'avance. Deuxièmement, expliquez pourquoi vous le faites. Les objectifs clairs. Oui, on veut harmoniser les pratiques, mais on veut le faire avec votre feedback. On veut le faire avec votre compréhension, s'assurer que tout le monde a compris les enjeux. Donc, la transparence est de mise. Également, dans l'annonce de cet événement, annoncez à l'avance que tout le monde doit participer, que tout le monde est appelé à parler.
et que le respect est primordial. Il n'y a pas une opinion meilleure que l'autre. Puis moi, un petit truc que j'ai pris à force d'animer de ce genre de choses-là, c'est qu'il y a toujours ceux qui sont plus extravertis, n'est-ce pas, qui prennent le lead. C'est toujours eux qui expriment, on entend la voix de loin. Et il y a ceux qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont introvertis, qui vont peut-être se prononcer de temps en temps. Ceux-là, je les observe dès que je rentre. Ça se voit dans leurs yeux. Les yeux parlent. Et soit ils froncent les sourcils, ils les relèvent. Il y a quelque chose qui s'exprime. Et je vais les chercher. Tu as quelque chose à ajouter? Et souvent, ça s'ensuit sur une opinion, un retour, une rétroaction, une expérience personnelle. Je fais ça 2-3 fois. Il y en a marre à la fin. Mais à la fin, c'est lui qui le fait de lui-même. Lui ou elle. Ben, on était dans un environnement surtout masculin, je dois le dire. Ensuite, le rôle de l'animateur. Je vais vous dire, j'anime pas énormément. J'ai tendance à oublier ce qu'est le rôle de l'animateur. Je vais me le rappeler, je vais vous le rappeler. Ce n'est pas un consultant. Le consultant, il y a travaillé avant. C'est lui qui a fait les histoires, c'est lui qui a recommandé des scénarios. Quand on vient devant une session plénière pour exposer les histoires, on devient animateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on facilite les échanges. On motive le dialogue entre les participants. Ce sont peut-être des gens qui se voient jamais ou une fois par l'an. Donc là, profitons-en qu'ils sont tous ensemble, les silos sont tombés, et faisons-les dialoguer. Parfois, quand ça dérape, les ramener un petit peu sur le sujet. Mais pas de conseils, pas de consignes, pas de directives liées au travail ou à la gestion de projet. Ensuite, de leur promettre à la fin un résumé des échanges qui va venir par courriel et de leur dire que ça sera présenté également en session plénière. Toujours montrer votre démarche et les prochaines étapes, leur expliquer. Moi, j'ai également, en prérequis, je leur dis que ça va être enregistré en vidéo, en audio, pour qu'ils soient prêts à ça, parce que j'ai besoin de ça pour synthétiser les résultats. Et j'utilise le flip chart, bien entendu, pour regrouper les idées qui ont été émises. Et ça, c'est très puissant comme mécanisme, parce que les gens sentent que leur opinion compte et ils veulent en dire plus. Ça ne fait qu'augmenter le dialogue. Et après, ça donne les résultats donnés. Voyez-vous, je reprends les scénarios dans mon document formel. J'ai repris les scénarios, j'ai repris les remarques et les conseils. Je n'ai pas dit « nouvelles règles », j'appelle ça « le point important valable pour tous ». Et là, tout le monde comprend que c'est quelque chose qui doit être implémenté dans leur équipe projet. Et comme j'ai dû me faire accepter de ces équipes techniques, parce que comme vous savez, je suis un slasher, j'ai appris UML. Et oui, et je leur ai fait en parallèle des diagrammes d'activité pour montrer comment ça se répercutait dans un processus. Alors là, ils étaient vendus. Voilà. Les retombées, en bref, ça a permis aux gens de dialoguer, les gens qui travaillaient chacun dans leur silo. Ça nous a permis de fluidifier certains processus qui avaient trop d'intermédiaires. Ça permet aux gens de travailler ensemble à une solution commune, d'économiser du temps vis-à-vis des activités qui ont été fluidifiées, voire même réduites. Et les nouveaux venus, les nouveaux gestionnaires de projets qui sont arrivés à bord étaient ravis d'avoir ce manuel-là. C'était tellement simple et limpide qu'ils sont entrés en fonction beaucoup plus facilement. La performance des projets était à la hausse. Et ça, c'était la récompense ultime. En termes de coûts, respect des budgets, livraison, retard constaté était en baisse, et la qualité des produits sortants, le score avait augmenté à 80 %. Et enfin, sinon le moindre, toutes ces séances de plénière ont permis de détecter des points d'amélioration, des axes d'amélioration. Certains sont très bons à gérer les RH, d'autres non.
Certains sont très bons à suivre les risques, d'autres non, ainsi de suite. Ils ont pris conscience de leurs lacunes dans ce processus-là. Et après, moi, j'ai travaillé avec eux pour les accompagner dans l'amélioration de ces points-là. Ça a été la cerise sur le gâteau. Alors, pour terminer, les écueils que j'ai évités ou que j'ai évités par la suite, on va dire ça comme ça, c'est ne pas brûler les ponts avec votre client. Vous savez les 5 étapes que je vous ai mentionnées? Il faut les énoncer à votre client. Monsieur le client, je vais rencontrer tous les membres de votre équipe. Je vais leur poser des questions ouvertes, des questions parfois épineuses. Êtes-vous d'accord? Pourquoi c'est important de l'énoncer, ça, au client? D'être aussi abécédaire. C'est en plein ça. Il a donné son aval, donc vous êtes parti. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on amènerait aux participants, dit votre chef est au fait de cette démarche-là. Ça rassure tout de suite, ça. Deuxièmement, ne pas favoriser un scénario plus qu'un autre, parmi les 10 que j'ai définis. Toujours discuter des scénarios les plus porteurs, ceux qui vont avoir le plus d'impact sur la performance des projets. Discutez-en avec le client. Troisièmement, ne pas dorer les scénarios de peur de heurter les gens. C'est arrivé, décrivez-le comme tel. C'est la réalité. C'est plus on a la réalité en face, plus le cerveau est touché dans ses émotions et plus ça peut apporter de l'action. Ça ne sert à rien de mettre une couche de beurre. Ça n'aura aucun effet. Enfin, annoncer la veille la tenue de la session, c'est un non-non. Ça ne montre pas du sérieux. Se prendre 2 semaines à l'avance, 3 semaines à l'avance, faire des rappels périodiques jusqu'au jour J. Ça montre le sérieux de la démarche et aussi ça montre à tout le monde, vous devez être là. Et enfin, comme je disais plus tôt, animer une session, ce n'est pas faire des recommandations, c'est faciliter le dialogue, assurer que toutes les opinions soient prises en compte et que, justement, on arrive à une compréhension commune. En résumé, je dirais, c'est ça qui est plus important. À la fin de la journée, si je fais tout ça, là, c'est parce que je m'intéresse à l'humain et à son bien-être. De plus en plus, on s'oriente vers ça. Les frontières famille, personnel, travail se chevauchent. Il faut que le travail devienne un lieu où on est bien et où on est fier de contribuer à la performance de l'entreprise. Et la seule façon d'y arriver, c'est de mettre le doigt sur là où il y a les petits problèmes, les pain points, de les aborder, de les solutionner et d'avancer. Voilà, mesdames et messieurs, mon approche storytelling.